On réduit souvent l'antidopage à juste une prise de sang ou des tests urinaires. Mais en fait, si on regarde la plupart des cas, ce sont des enquêtes qui s'inspirent des sciences criminelles pour essayer de confondre les personnes qui sont dopées. Tu vas décourager les adversaires, c'est pas très sport. Je veux aller plus vite, je veux courir plus longtemps, je veux être plus endurant, etc. Mais ce n'est pas vraiment ce qui explique totalement le dopage. Et là-dessus, on peut identifier plusieurs façons de voir les choses. D'abord, ce sont des gens qui sont vraiment déterminés à tricher et pour qui c'est extrêmement important de gagner et ils sont prêts à gagner à tout prix. Il y a une deuxième catégorie qui sont des gens qui sont vulnérables. Il faut savoir que les carrières sportives sont courtes, précaires, qu'on est en concurrence et donc on peut être vulnérable notamment parce qu'on pense que les autres trichent. J'accuse ces Gaulois d'avoir bu de la potion magique qui les rend invincibles. Et toi, t'as rien pris peut-être? Ça n'a rien à voir, parce que moi, j'ai perdu. La troisième explication, ce sont des gens qui sont mal informés. Il y a quand même beaucoup de cas de dopage liés à des compléments alimentaires, donc des gens qui n'ont pas contrôlé les contenus de ces compléments. En fait, c'était pas une question de dosage, c'était une question de dopage. Un petit peu de solidarité tout de même. C'est à l'insu de leur plein gré. C'est vrai. Pendant les grandes épreuves, les gens évitent de se doper. Donc très souvent, c'est pendant la préparation, en dehors des périodes de compétition, que les gens vont se doper, améliorer leur performance pour être prêts le jour J. Elle est jolie. Je sais. La manière dont c'est fait dans l'Antiquité ou à d'autres moments correspond très souvent à des pratiques culturelles. On prend des plantes, on prend certaines viandes, on prend des substances et ça ne gêne pas forcément. C'est beaucoup plus notre regard qui qualifie ça de triche, même s'il y avait probablement aussi des triches par rapport aux habitudes de l'époque, mais disons c'est avec notre regard et imprégné des codes antidopage d'aujourd'hui qu'on juge ça comme étant une tricherie. Oui, ça c'est la potion magique, hein. La potion magique. Oui, mais c'est une question de dosage. C'est un code qui n'est pas du tout clair. Jusque dans les années 60, il n'y a pas de définition très précise. Donc il faut attendre 65 pour qu'on ait une définition, mais elle est encore relativement flottante. Et ensuite, c'est vraiment le moment de changement d'échelle. 99, l'Agence mondiale antidopage, et le code surtout 2004 qui unifie les règles de l'antidopage dans les différents pays. Notre druide a mis un colorant dans la potion magique pour piéger les tricheurs, comme toi. Les Romains se font piéger par rapport à des traces. Et les traces, que ce soit des traces biologiques, mais aussi d'autres traces économiques, transactions, des déplacements, toutes sortes de traces, sont utilisées dans la lutte contre le dopage. On réduit souvent l'antidopage à juste une prise de sang ou des tests urinaires. Mais en fait, si on regarde la plupart des cas, ce sont des enquêtes qui s'inspirent des sciences criminelles pour essayer de confondre les personnes qui sont dopées. Ça a été compliqué pendant la période de pandémie parce qu'on pouvait moins facilement se déplacer. On a continué à faire disons, des enquêtes, même si effectivement, comme on a moins les performances, on a moins les déplacements, on a moins les compétitions, donc on avait quelques indicateurs, mais moins d'indicateurs. C'était peut-être un peu plus facile, effectivement, pour les sportifs de se doper, mais on a eu tendance à exagérer l'effet de la pandémie sur la fin de la lutte contre le dopage. Pas du tout, ça a continué avec des adaptations. Mais il n'y a qu'à donner à tout le monde de cette potion. Comme ça, tout le monde sera à égalité et moi, je pourrai participer.